Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes réunis à l'invitation de Coactis Santé pour traiter des enjeux d'équité, de santé, de handicap. Mon nom est Sophie Massieu, je suis journaliste, mais ce n'est pas moi la star du jour évidemment. Je vais céder la parole à quelqu'un qui adore être perçu comme une star, je l'ai vu tout de suite. C'est Pauline Bergeval, coprésidente et cofondatrice de Coactis Santé, qui va nous donner le tempo de cet après-midi, de cette séance plénière. Voilà, ça marche. Bon, merci Sophie. Bonjour et bienvenue à tous. Entre le blocage de Paris par les agriculteurs et la grève des enseignants aujourd'hui, c'était un parcours du combattant pour venir et vous êtes là. Un immense merci. Un grand merci aussi à la mairie du 15e et à son maire, Philippe Goujon, de nous permettre de nous rassembler dans cette belle salle et de nous voir en vrai après tant d'années en distanciel. Je tiens également à remercier Sophie Massieu, formidable journaliste spécialisée dans l'info sociale et dans le handicap, qui va animer cette conférence et vous présenter au fur et à mesure tous les intervenants de grande qualité de cet après-midi. Merci à tous d'avoir accepté, parfois au pied levé. Cette conférence plénière est l'occasion pour nous de vous rassembler, partenaires, membres de nos groupes de travail, pour réfléchir et avancer ensemble sur l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Elle a pour objectif, au-delà des savoirs qui nous seront partagés par les intervenants, l'échange entre nous, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Quelques mots sur Coactis, que j'ai cofondé avec Catherine Franck, qui malheureusement n'a pas pu être là, en 2010, pour améliorer l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, faisant suite, comme souvent, à des situations personnelles compliquées vécues avec mon fils Orient. Avec Catherine, nous nous sommes dit qu'il y avait urgence à agir pour faciliter l'accès à la santé et éviter les trop nombreux renoncements aux soins pour les personnes en situation de handicap. Mais surtout qu'il y avait urgence à agir collectivement, collégialement. La co-construction, c'est vraiment l'ADN de Coactis Santé. Et concrètement, nous avons co-construit 2 solutions avec des experts scientifiques, mais aussi avec vous, patients, aidants, soignants. Il s'agit de Santé BD. Plus de 80 bandes dessinées existent en accès libre pour comprendre facilement la santé. Ces BD sont personnalisables. On peut choisir fille, homme et le personnage principal, enfant, adulte, personnes âgées, et déclinables en poster, en vidéo, en banque d'images, car Santé BD propose aussi 30 000 dessins, toujours en accès libre, pour vous permettre de créer vos propres outils de communication. Santé BD facilite la préparation des rendez-vous, l'acceptation des soins, la compréhension des messages de prévention, le dialogue entre le patient et le soignant et permet clairement d'éviter les renoncements aux soins. La deuxième solution co-créée, c'est HandiConnect. C'est un site ressource mis à disposition gratuitement aux professionnels de santé, cette fois-ci, pour les outiller et pallier au manque crucial de formation et donc les aider dans leur pratique quotidienne auprès des patients en situation de handicap. À date, HandiConnect, c'est plus de 60 fiches conseils, des modules d'e-learning, un annuaire de formation et l'accès à des médecins experts de chaque type de handicap. Coactis Santé héberge aussi une banque d'expérience sous le parrainage du secrétariat des personnes handicapées, qui rassemble des actions et des initiatives remarquables. Elle a été développée pour faire connaître ces actions et faciliter leur essaimage. Comme vous pouvez le constater, Coactis Santé grandit. Au quotidien, c'est une équipe constituée d'une 15aine de personnes à Paris et en région, toutes très engagées, dynamiques et professionnelles. C'est grâce à cette équipe formidable que nous sommes là aujourd'hui et je vous propose de les remercier en les applaudissant. Voilà. L'association est représentée dans plus de 100 événements par an sur tout le territoire et développe une activité d'affaires publiques afin de faire passer des messages concrets aux décideurs politiques concernant l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. J'en profite pour saluer ici Madame la députée Ingrid Dordain, présente dans la salle. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de porter nos combats.
Quelques nouveautés à signaler. Coactis Santé lance un cycle de webinaires à destination des professionnels de santé. L'objectif est toujours le même, aider les professionnels à mieux accueillir les patients en situation de handicap. Ces webinaires sont gratuits, comme tous nos outils, ouverts à tous, et les premiers ont rencontré un vif succès. Par ailleurs, et beaucoup le savent, nous travaillons depuis 2022 sur l'avancée en âge en bonne santé des personnes en situation de handicap. C'était d'ailleurs le sujet de notre précédente plénière, et une fiche conseil sera bientôt publiée sur ce sujet. Nos fiches santé BD sont d'ailleurs personnalisables désormais en personnes âgées. Enfin, j'aimerais remercier notre comité scientifique, éthique et pédagogique qui garantit que la personne vivant avec handicap reste au centre de nos orientations stratégiques. C'est avec ce comité, et tout particulièrement avec Jean-Philippe Cobot, qui anime le groupe de travail éthique, que nous avons préparé cette conférence. C'est également ce comité qui a fait le constat que tous nos travaux touchaient en permanence à des principes éthiques. Nous avons donc eu envie d'approfondir la notion d'éthique en santé et de convier des spécialistes du sujet, comme le professeur Régis Aubry, pour en parler, mais aussi des patients témoins, des soignants confrontés à la réalité du quotidien. Nous souhaitons, à travers notre action quotidienne, en tant qu'association ressources, promouvoir une éthique de l'accès à la santé, une éthique de l'attention à la situation singulière de chaque personne et une éthique de l'autodétermination, c'est-à-dire de la reconnaissance de la personne comme actrice de la santé. Mais je me tais et je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous souhaite une très bonne conférence et nous vous retrouvons juste après pour un cocktail convivial jusqu'à 19h30, préparé par l'équipe d'ESAT, AG7. Voilà. Merci à eux et à tout à l'heure. Et Sophie, je vous repasse la parole. Merci Pauline. On vous retrouvera aussi pour le petit mot de conclusion avant d'aller manger et boire quand même. Je vais inviter Régis Aubry donc à me rejoindre, s'il vous plaît. Merci monsieur. Vous dirigez le bureau du Comité national d'éthique, entre autres choses. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est celle de savoir ce que sont les spécificités des questions éthiques qui se posent dans le champ du handicap. Et vous vouliez d'abord, pour répondre à cette question, évoquer la question de la solidarité. Ce n'est pas forcément exactement ce qu'on attend, donc c'est hyper intéressant de savoir pourquoi, comment. Merci beaucoup de cette invitation. Je corrige tout de suite ce qu'a dit Madame la Présidente. Il n'y a pas de spécialiste en éthique. Par définition, on ne peut pas être spécialiste dans un domaine où on ne fait que se poser des questions. Et donc je n'aurais... Mais encore faut-il se poser les bonnes. Oui, mais l'art de se poser... Parfois, plutôt que d'y répondre, il faut savoir poser des questions. Et ça, c'est quelque chose... Maintenir le questionnement est quelque chose de fondamental dans le champ où nous travaillons. Je parle du champ de la santé en particulier. Et effectivement, je voulais vous parler de solidarité et de vulnérabilité, parce que je trouve... Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du champ du handicap. Je regardais, avant de venir, ce que le Comité consultatif national d'éthique a produit comme avis autour des personnes en situation de handicap, et c'est assez révélateur, il n'en a pas produit beaucoup. C'est probablement à réfléchir, ça. Mais en discutant avec vous, en particulier dans cette longue préparation qui date d'une semaine à peu près, je crois, où vous m'avez demandé de venir, je me disais qu'effectivement, pour moi, ce champ qui par ailleurs est très large, quand on parle du champ du handicap, et recouvre tellement de situations différentes, mais finalement, ce sont des situations de personnes. Mais à chaque fois, je trouve qu'il s'agisse des personnes elles-mêmes, des personnes de leurs proches ou des professionnels qui les entourent, il y a là une forme de densité éthique extrêmement forte, qui tourne autour de la question de la vulnérabilité de la personne en situation de handicap. Quand je dis vulnérabilité, il ne faut pas l'entendre au sens négatif du mot, et j'y reviendrai. Cette dimension de la vulnérabilité est liée à la fois au fait qu'on peut avoir besoin d'autrui, on peut avoir une altération de son indépendance, et on peut même avoir une altération de sa capacité à décider, de son autonomie de décision. Je parle bien d'altération, vous entendez bien que je ne parle pas de disparition, parce que je pense que voilà des
des choses qui ne disparaissent jamais. Il y a toujours en soi une capacité d'autonomie, quelle que soit la profondeur de l'altération de cette autonomie, me semble-t-il. Et c'est là, d'ailleurs, un enjeu important. Faire valoir la dimension de l'autonomie chez la personne, éviter qu'on décide pour autrui, ce qui est quand même assez souvent le cas, me semble-t-il, dans ce que je vois, et être solidaire au sens le plus noble du mot de la solidarité. D'ailleurs, je trouve que dans cette période de crise de société que nous traversons et de crise aussi d'un système de santé, entre autres, que nous traversons, la question des solidarités m'apparaît fondamentale à penser pour pouvoir fonder ou refonder finalement et la société et le système de santé. Il me semble qu'il ne faut pas que nous oublions que précisément si notre espèce animale survit par rapport à d'autres qui disparaissent, c'est probablement que, comme nous sommes, paraît-il, dotés d'une conscience et parfois d'une intelligence, nous faisons société. Et nous faisons société parce que nous sommes solidaires les uns des autres. Et nous sommes solidaires les uns des autres, certainement pas par altruisme, mais par égoïsme. C'est parce que nous savons que nous sommes tous en situation de vulnérabilité réelle, potentielle ou à venir. Donc aider autrui pour se faire aider soi-même, c'est probablement ce qui engendre une dynamique solidaire importante. Et c'est pour ça aussi que finalement, cette dimension de la vulnérabilité, si elle est en miroir accompagnée de la question de la solidarité, elle peut amener l'individu qui est en situation de vulnérabilité, et qui est nous, finalement, chacun d'entre nous, cette solidarité peut l'amener à trouver les moyens de se transcender, en quelque sorte. Moi, je suis impressionné, dans le peu d'expérience que j'ai dans le monde du handicap, de voir les capacités et la valorisation des capacités. J'avoue que c'est probablement un des enjeux importants dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Sur la question des vulnérabilités, j'insiste beaucoup pour considérer la situation de vulnérabilité non pas comme un déficit, mais un potentiel. Un potentiel de résilience, de transcendance et une capacité d'empowerment qui peut être extrêmement importante. J'insiste beaucoup, et je vais terminer sur cet aspect-là, sur qui dit solidarité dit respect. La tendance, je le disais dans mon propos initial, serait lorsqu'on est face à une personne en situation de vulnérabilité, vous entendez que je parle bien de situation de vulnérabilité, pas de personne vulnérable. Personne en situation de vulnérabilité, la tendance serait de faire pour elle, de décider pour elle, de décider pour le bien de la personne. Mais l'idée est de considérer que l'enjeu est probablement beaucoup plus d'aller trouver la part d'autonomie, la part de capacité de la personne et de la valoriser. Je suis assez surpris dans un domaine que je connais un petit peu plus, qui est celui des personnes âgées, des personnes en fin de vie, des personnes... je m'occupe beaucoup de soins palliatifs et de gériatrie. J'y viendrai d'ailleurs peut-être tout à l'heure si vous m'en donnez la possibilité. Je suis impressionné de la facilité avec laquelle on a tendance à considérer que les personnes ne peuvent pas décider pour elles-mêmes et que, partant de cela, eh bien, on ne les informe pas, on ne leur explique pas grand-chose, on ne leur parle pas. Dans certaines institutions, dans le champ de la gériatrie en particulier, autour de maladies neurodégénératives, on en arrive à oublier le sujet. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de réification, on considère qu'on peut décider pour autrui, sans chercher à informer. Plus on pense que la personne est en difficulté pour intégrer et peut-être décider, plus on devrait faire des efforts pour informer, expliciter et aller chercher le consentement. Et moins on le fait. Dans les faits, moins on le fait. Il y a plusieurs travaux qui montrent combien on nie littéralement toute capacité à des personnes qui pourtant en ont. Encore faut-il aller les chercher. Alors comment est-ce qu'on peut justement aller chercher cette question du consentement qui est une des spécificités importantes du sujet de l'éthique et du handicap, comme on se le disait dans notre longue préparation il y a une semaine? Alors,
pour le coup, je vous renverrai volontiers à un avis du Comité consultatif social d'éthique, qui est l'avis 136 sur les enjeux éthiques du consentement, où l'on explique ce que je vous disais là, c'est-à-dire qu'il faut inverser un peu la tendance actuelle, c'est-à-dire plus on pense que la personne est en difficulté d'intégrer, de comprendre, voire de consentir, c'est les 3 niveaux en quelque sorte, plus il faut investir du temps, du dialogue, de l'écoute avec la personne pour lui expliquer ce qu'il en ressort lorsqu'elle est, par exemple, atteinte d'une maladie, et en particulier d'une maladie grave, qui peut engendrer la nécessité de discuter de la pertinence de certains traitements à prendre. Et donc l'idée, c'est de se dire que même si la personne est en difficulté pour consentir, elle n'est pas dans l'incapacité totale de consentir. Et donc nous avons développé dans cet avis l'idée qu'il fallait au minimum aller chercher l'assentiment de la personne. Quand on parle de consentement, on a derrière des mots qui viennent, consentement, libre et éclairé. Libre, c'est-à-dire que la personne s'autodétermine littéralement, et éclairée, elle a entendu les explications, elle les intègre, elle discrimine les arguments et elle donne un avis qui est éclairé. Tout le monde ne le peut pas, d'ailleurs assez peu le peuvent, pour être très honnête, lorsqu'on est en situation de maladie par exemple. Mais il y a toujours une possibilité et toujours une nécessité, à mon avis, de tout mettre en œuvre pour aller chercher au minimum l'assentiment de la personne pour des actions que nous pourrions engager en son nom, me semble-t-il. C'est un gros travail, ça prend du temps, ça nécessite des compétences dans le champ de l'écoute en particulier. Et j'avoue que c'est une des difficultés, probablement une des explications de la crise de notre système de santé en ce moment. Ce temps nécessaire, ce temps d'écoute, ce temps d'explicitation, ce temps laissé à la personne pour qu'elle puisse cheminer, ce sont des temps qui ne sont rarement valorisés dans le milieu de la santé. Et comme ils ne sont pas valorisés, c'est comme s'ils étaient dévalorisés. Et donc les professionnels sont en difficulté avec cette question, me semble-t-il, et certains d'entre eux, dans un autre avis du Comité national d'éthique, nous ont témoigné que cela posait pour eux la question du sens de ce que soigner veut dire. Un des sujets cruciaux de consentement, ça peut être, c'est pas du tout le seul bien entendu, mais celui-ci risque d'être un peu mis sur le devant de la scène et dans l'actualité dans les prochains mois. Un des sujets principaux de consentement, donc, ça peut être la question de la fin de vie, de comment je veux gérer la fin de ma vie, quand on est en situation de maladie grave, incurable, etc. C'est aussi un enjeu important en lien avec le handicap, cette question de la fin de vie, même si aujourd'hui le vieillissement des personnes en situation de handicap a permis de meilleures conditions de santé, etc. Néanmoins, comme tout un chacun, elles peuvent être confrontées à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez à partager sur cet aspect, sur ce moment spécifique du consentement ? Alors, sur les questions de fin de vie et de fin de vie liées aux situations de handicap, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant d'y réfléchir. Ce sont des questions qu'on se pose plus qu'on ne se les posait, me semble-t-il. Peut-être du fait de l'augmentation de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap. Plus on avance en âge, plus on a une incidence importante des maladies, et des maladies potentiellement graves, et donc de la confrontation avec des questions qui sont celles de la finitude, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, puisque c'était un petit peu ça que vous me demandez, dans le rapport entre les questions relatives à la fin de vie et les situations de handicap? Eh bien, on retrouve, d'une part, cette question de la difficulté à pouvoir faire des choix pour la personne, dans certains cas, mais de la nécessité de l'aider à pouvoir faire ces choix. Quand on parle de choix, ce sont des choix ou des décisions de faire ou de ne pas faire, de traiter ou de ne pas traiter dans certaines maladies qui peuvent avoir un impact sur la survie, l'augmentation d'espérance de vie. On peut bien entendu, comme chez tout un chacun, on doit réfléchir au fait que ce n'est pas parce que l'on sait faire, lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, parfois incurable, ce n'est pas parce que l'on sait faire que l'on doit faire. C'est la tendance parfois très technique dans le domaine de la médecine à faire au seul motif que l'on sait faire. On doit se poser cette question du niveau de soin, du soin juste. Mais ce que je vois comme spécificité, en tout cas dans mon expérience, c'est plutôt une question inverse. Ça n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap. Lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, qu'on ne doit pas avoir accès
du fait peut-être de ce handicap, à des soins, parfois des soins lourds et coûteux. Je suis très surpris de voir dans une étude que nous avions menée il y a quelques années combien les personnes atteintes, présentant un handicap, ont moins accès, par exemple dans le champ du cancer, aux traitements spécifiques et aux traitements onéreux. Fondamentalement, j'aimerais qu'on m'explique ce qui peut le justifier, parce que je ne le trouve pas au plan éthique en tout cas. Il y a donc une forme de discrimination qui existe, contre laquelle, me semble-t-il, il faut savoir être pédagogue. Il ne s'agit pas de s'opposer, il faut comprendre, mais je pense qu'il faut défendre l'idée que lorsqu'on est en survulnérabilité du fait du cumul d'un handicap et d'une maladie grave, on ne doit pas être en déficit de propositions de traitement. Je ne vois pas ce qui peut justifier que la vie d'une personne présentant un handicap et ayant une maladie grave diminue l'accès aux soins et aux traitements, parfois onéreux, c'est vrai. Et pourtant, c'est une réalité. Et puis le deuxième point, assez spécifique, me semble-t-il, autour des questions de fin de vie concernant les personnes porteurs en situation de handicap, c'est la nécessité de développer des vraies compétences dans le champ de l'accompagnement. On a montré aussi dans pas mal de travaux, ça, une forme de faille paradigmatique entre les gens qui travaillent autour du handicap et les gens qui travaillent dans le champ de la fin de vie. Ce sont des mondes qui ne se connaissent pas tant que cela. Et il y a un besoin d'interacculturation assez forte, me semble-t-il. Dans les expériences que j'ai vu les drames que pouvaient être, par exemple, qui pouvaient être occasionnés dans des situations de fin de vie chez les personnes porteurs d'un handicap, les drames qui pouvaient être occasionnés par l'hospitalisation, entendue comme un déracinement, une désinsertion d'avec des repères. Et donc il y a une nécessité, à mon avis, d'essayer de développer des accompagnements sur les lieux de vie ou lieux habituels des personnes. Alors, on va essayer de le faire, vous le savez, et vous le nommiez là tout à l'heure, on est dans une actualité qui va conduire très probablement une évolution du droit en France en direction de certaines formes d'aide active à mourir. Vous en avez entendu parler. Je pense très honnêtement, sans vouloir... je ne sais pas ce qui sera décidé, puisqu'il va y avoir un débat parlementaire après qu'il y ait eu un débat de société sur cette question-là, mais je pense très clairement que, de toute façon, on ira probablement vers une dépénalisation de l'assistance au suicide chez les personnes, bien entendu, qui sont atteintes d'une maladie grave, dont le pronostic en termes d'incurabilité est à moyen terme de quelques semaines, et on laissera aux personnes la possibilité, si elles le souhaitent, et si elles le demandent, de décider de leur bord. Mais le corollaire de tout cela, et nous avions d'ailleurs, je fais un peu de pub pour le CCNE, vous m'excusez, mais je vous renvoie à l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique qui a un peu déclenché les débats en France, ou qui a participé au déclenchement des débats sur cette question. Et il nous apparaîtrait assez stupide de faire évoluer le droit de façon isolée, sans développer une véritable politique d'accompagnement des personnes en situation de fin de vie et de grande vulnérabilité. Et en l'occurrence, il se trouve que j'ai eu la chance d'accompagner le professeur Franck Chauvin dans l'élaboration de ce qu'on appelle une stratégie décennale pour le développement des soins palliatifs. Un des enjeux va être de développer les soins palliatifs dans les structures et au domicile pour les personnes en situation de vulnérabilité, dont les personnes en situation de handicap. Stratégie décennale qui devait être annoncée avant le 31 janvier, on est le 1er février. On oui, a une petite idée du calendrier? Non, c'est pas juste pour faire une pirouette anti-exécutif, mais... Ouais. Non, ce que je crois savoir, mais je suis comme vous un peu surprise des annonces qu'on repousse sans cesse, mais je crois que les choses vont être annoncées dans les jours ou les semaines qui viennent par la future ministre qui n'existe pas encore. Donc c'est probablement un petit peu là l'explication de ce retard, me semble-t-il, mais je sais aussi que les propositions que nous avons élaborées avec Franck Chauvin pour cette stratégie décennale qui ont un coût important et qui signifie donc qu'il s'agit de choix politiques importants dans notre société, c'est-à-dire le choix de politique d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, en l'occurrence dans le champ des soins palliatifs. J'appelle de mes voeux la même réflexion dans le champ des autres situations de vulnérabilité. Je pense que ces propositions
vont être acceptés et donc proposés. Donc il y a là, à mon avis, des enjeux importants dans les années qui viennent, mais il y a toute une culture à développer. Hein. Au-delà des questions de moyens, de structures à développer, je pense qu'il y a vraiment une question de culture réflexive à développer et d'interdisciplinarité. On est dans un objet complexe quand on cumule des situations de vulnérabilité, handicap, pathologie grave, parfois vieillissement associé. Je me réfère souvent à Edgar Morin, ce célèbre centenaire que vous connaissez probablement et qui a quand même beaucoup travaillé dans le champ de la complexité, dans le champ de la santé, et qui a beaucoup développé et démontré combien l'approche interdisciplinaire était probablement au cœur des moyens les plus justes pour arriver à des réponses les moins inadaptées dans des situations les plus complexes. Excusez cette phrase un peu compliquée, et je pense que c'est tout cela qu'il va falloir valoriser dans ces perspectives, aider les professionnels et les proches qui travaillent avec des personnes en situation de handicap atteintes de maladies graves, les aider à cheminer, les aider à décider, les aider à collaborer. Et cette espèce d'accompagnement, à mon avis, doit lui-même être accompagné de mesures qui le permettent. Ça devait être en octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises pour la date, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, avait organisé une table ronde sur cette question de la fin de vie et du handicap qui avait animé le magazine Faire Face. Et il semblait que dans les avant-projets qui circulaient, il n'y avait peut-être pas exactement tout bien prévu sur la question du consentement des personnes qui auraient été porteuses d'une déficience cognitive ou intellectuelle. Est-ce que vous avez des éléments, vous, là-dessus ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que vous savez quelque chose ? En tout cas, ça m'apparaît central dans la stratégie dont je vous parlais, ce qu'on appelle la stratégie décennale de développement des soins palliatifs. C'est-à-dire, en gros, un projet politique d'accompagnement et de développement des soins palliatifs et de l'accompagnement. Cette question complexe du consentement pour les personnes en situation de difficulté à consentir, elle est centrale. Mais moi, je vous parle avec un certain degré d'humilité, parce que plus on travaille sur cette question du consentement, plus ça apparaît complexe. Et du coup, dans cette stratégie, vous le verrez, enfin je l'espère d'ailleurs, seront annoncés en particulier des travaux de recherche autour de ces questions-là. Mais qui dit recherche, dit moyen pour les faire, cette recherche. Et qui dit recherche, autour de questions comme celle-ci, implique la nécessité d'appréhender de façon interdisciplinaire, en matière de recherche, des questions comme celle du consentement. Ça intéresse les collègues des sciences humaines et sociales, ça intéresse les anthropologues, sociologues, médecins. Mais il faut qu'ils travaillent ensemble, en interdisciplinarité, et pas en juxtaposition pour appréhender cette question complexe. Je pense qu'on est loin de trouver des réponses simples à cette question complexe que vous posez, consentir en situation de vulnérabilité. Mais je reviens à ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que nous maintenions la question autour de tout cela pour pouvoir être toujours dans une logique de respect des personnes. Le risque pour moi est, encore une fois, dans une visée de bien faire, c'est de décider pour autrui. Et dans ces questions, et en particulier dans les décisions qui se prennent en fin de vie, moi je trouve qu'il y aurait quelque chose d'irrespectueux à prendre des décisions pour autrui, sans autrui. Merci, je vous garde avec nous et avec moi quelques temps. Si des questions, si quelqu'un parmi vous souhaite adresser des questions à M. Aubry, c'est le moment, ou jamais. Moi, je suis désolé, je ne pourrais pas profiter de ce que vous avez, ce dont vous avez parlé après, hein, c'est-à-dire impôts. Alors, raison de plus pour en profiter. Parce que je serais obligé de partir. Parce que vous allez boire un autre pot ailleurs, oui, c'est ça. Probablement, oui. J'ai une réunion de travail. On ne fait rien du tout au Comité national d'éthique. De toute façon, on boit des verres et puis après, on se met à débattre. Bien sûr. Et on se demande pourquoi on n'aboutit pas. Débattre si on n'a pas bu. Voilà. Reprenons un peu de sérieux. Est-ce que d'aucun ou d'aucune a envie de commenter, de questionner ce qui vient d'être dit, puisque il n'y aura pas forcément de deuxième occasion sur le temps informel. Non ? Ah, c'est toujours la première qui a du mal à venir, et puis après, tac.
N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes et d'où vous nous parlez quand vous prenez la parole. Bonjour, Bruno Paulet, je suis médecin de réadaptation auprès de personnes polyhandicapées adultes. J'entends bien ce que dit le professeur Aubry sur trouver la part d'autonomie et effectivement jamais décider pour autrui, chercher le consentement, ce qu'on appelle souvent d'ailleurs maintenant dans le monde du handicap l'autodétermination des personnes. Effectivement, s'agissant de personnes polyhandicapées adultes, comme vous l'avez dit, il faut du temps, il faut des modalités, on parle parfois de CAA. Et il y a autour de ces personnes... CAA, vous pouvez nous dire ? Communication augmentée et alternative. Merci. Pardon. Enfin, peu importe, je veux dire, il faut des modalités particulières et puis il faut du temps pour leur permettre de s'exprimer pleinement et pour nous permettre d'être bien en cohérence avec ce que ces personnes souhaitent, attendent, etc. Alors, excusez-moi, je ne voudrais pas du tout prendre une casquette syndicaliste, mais il y a un secteur formidable qui accompagne ces personnes, c'est le secteur médico-social, à travers des tas de modalités institutionnelles ou ambulatoires, à domicile ou en masse pour les adultes, ou en masse à domicile, pour ne prendre que 2 exemples. Maison d'accueil spécialisée. Oui, excusez-moi. Or, vous le savez bien, on n'en parle jamais de ce secteur médico-social. Il est en crise de ressources humaines majeures, en crise de moyens importants, et même la semaine dernière, dans la conférence de presse du président de la République, et cette semaine dans le discours de politique générale du Premier ministre, on n'a pas entendu citer le secteur médico-social. D'ailleurs, il y a le secteur médico-social handicap et il y a le secteur médico-social personnes âgées. Tous les deux ont besoin de considération, tous les deux accompagnent des personnes très vulnérables et on parle beaucoup plus, à juste titre aussi, du secteur sanitaire, hospitalier, mais on oublie trop souvent le secteur médico-social. Et donc je pose simplement la question. On nous dit effectivement, et on veut effectivement entendre ces personnes, respecter leur autodétermination, prendre le temps et les moyens nécessaires de les respecter pleinement, mais dans le secteur médico-social, on n'a que des personnes qui tournent, qui ne sont pas formées, qui sont peu nombreuses, qui n'ont pas le temps, et il y a donc là tout un paradoxe. Alors, excusez-moi, il y a le fond qui est là, une réalité à laquelle on adhère tous, et puis il y a le concret au quotidien qui rend finalement le respect de cette réalité difficile. Alors je sais bien que ce n'est pas au professeur Aubry qu'il faut demander des moyens pour le secteur médico-social, mais il y a quand même cette réalité au quotidien, quoi. Non, effectivement, Monsieur Aubry ne représente pas les pouvoirs publics qui ont la main sur ce type de levier, mais en revanche, peut-être, Monsieur Aubry, pouvez-vous partager vos impressions sur ce qui vient d'être dit ? Est-ce que c'est aussi un sentiment que vous avez déjà entendu, cette difficulté à passer de la théorie à la pratique, finalement, entre on se donne suffisamment de temps, on a suffisamment de professionnels, et puis la réalité des choses. Alors, outre le fait que je suis content de revoir Bruno Paulet. Réciproquement, merci Régis. Et voilà, il faut encore aller boire des coups. Ça, Ouais. Ils sont en train de se caler un rendez-vous d'agenda à l'air de rien. Ils se donnent un date. Je partage naturellement cette analyse. On est en train d'essayer de penser une refondation de notre système de santé sur un fondement éthique. Ça va prendre beaucoup de temps, tout cela, parce que précisément ce que nomme Bruno Paulet, là, c'est l'expression de l'organisation en tubulaire de notre système de santé, avec en particulier des secteurs, et des secteurs qui prennent une place de plus en plus importante à mesure que nous fabriquons des situations de vulnérabilité, de handicap, etc., et qui sont un peu les parents pauvres du système de santé. Moi, quand je parle de santé, c'est au sens large du... C'est pas seulement le sanitaire. Oui. J'ai eu la... Je ne sais pas si c'est la chance, mais l'opportunité auprès de l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Éphémère s'il en est. Éphémère, et puis de son prédécesseur, lui-même éphémère. Non, mais je le dis parce que c'est une catastrophe, cette succession de ministres dans un champ qui est on ne peut plus en crise. Et j'ai eu la chance d'être chargé par le premier, puis confirmé par le second, je ne sais pas ce qu'il en adviendra, pour, avec d'autres bien entendu, mais au titre du Comité national d'éthique, essayer de penser la restructuration nécessaire d'un système
en crise très grave. Je n'ai jamais connu, mes cheveux blancs témoignent d'un certain âge, je n'ai jamais connu une telle crise de notre système de santé dans sa globalité, celle que nous traversons là. Et les mesures à prendre sont à la hauteur de cette crise. Simplement, il faut du temps pour refonder un système qui serait un système basé sur des valeurs éthiques, l'égalité d'accès aux soins, le respect des personnes. On peut trouver des réponses très simples pour résoudre des crises. Je vous propose de mettre ça de côté parce que ça s'appelle du populisme, ça. Et le temps qu'il faut pour refonder un système de santé qui serait juste est un temps long, qui ne croise pas le temps politique. Aurélien Rousseau, quand il était ministre de la Santé, me disait on dit que je suis ministre, mais je me sens plutôt comme un pompier qui éteint des feux qui s'allument ici et là. Et réfléchir sur le fond est paradoxalement très difficile pour quelqu'un qui est en charge, pourtant, de cette question. Nous avons, pour ton information, lancé, j'en parlais à Jean-Philippe tout à l'heure, lancé un groupe de travail avec le Haut Conseil de la Santé publique, le Haut Conseil de l'Assurance Maladie et le Comité national d'éthique, pour essayer d'ici un an, faire des propositions assez concrètes de refondation d'un système de santé. Je pense qu'on est dans une génération un peu sacrifiée autour de tout cela. Parce que quand bien même il y aurait, on peut conceptuellement dessiner des réponses justes et une organisation juste, il va falloir du temps et faire des choix, dégager des priorités pour mettre ça en œuvre. Et donc, pourquoi pas en y associant le secteur médico-social ? Ah mais, moi je ne fais pas. Enfin, fondamentalement, je crois qu'il faut que nous cessions de penser en secteur sanitaire et secteur médico-social. Parce que c'est faire injure aux gens qui, dans leur parcours de santé, vont forcément de l'un vers l'autre, puis de l'autre vers l'un. Et je pense qu'il faut que nous arrêtions de différencier ces champs, me semble-t-il, si on est dans une réflexion sur un changement profond. Mais on imagine toutes les résistances qu'il va y avoir à ce changement-là. Mais en tout cas, cette crise dont tu parles, elle génère une crise du sens de ce que soigner veut dire chez les professionnels du champ médico-social et du champ sanitaire, qui font que ces gens, habités par une dimension de la responsabilité, s'en vont pour ne pas être des acteurs ou des contributeurs à la maltraitance. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit. Et je trouve qu'il y a là, quelque part, je suis, à vrai dire, impressionné par le déni collectif autour de tout cela. Le discours, j'entendais, excusez quand même ce que je vais dire, mais j'entendais la ministre de ce grand ministère Santé, Travail, Solidarité, dire qu'on avait la chance d'avoir un très bon système de santé. Alors c'est sûr que si on se compare à d'autres pays, on peut trouver qu'il est encore qu'il est meilleur que d'autres pays, et c'est vrai. Il suffit de voyager pour considérer que... Mais il ne faut pas regarder dans cette direction-là. Il faut regarder dans une direction, dans la visée des solidarités et du respect des personnes. Et là, à mon avis, on est dans une pente glissante. Et de mon point de vue, la crise est inédite, comme je le disais tout à l'heure, profonde, grave. C'est une crise du sens. On avait auditionné lors de cet avis 140 du CCNE, qui sera suivi par un autre avis sur le champ médico-social, entre guillemets. On avait auditionné une chercheuse canadienne qui s'appelle Lise Langlois, qui avait identifié cette notion chez les soignants de crise éthique, souffrance éthique des professionnels de santé, crise du sens, en quelque sorte. Et je trouve que c'est très juste comme description. Il y a aujourd'hui, à mon avis, quelque chose d'important. Alors, pour finir peut-être sur quelque chose de positif, c'est que je pense que quand on analyse bien une crise, quand on la reconnaît, quand on l'analyse, c'est peut-être le moyen de trouver des ressorts et des perspectives beaucoup plus justes que le système dans lequel nous sommes actuellement. J'essaie de positiver. Professeur Aubry, on a une autre question. Puis ensuite, pardon. Voilà, voilà, on va prendre une question qui va être relativement courte et une réponse qui va être plus courte encore, parce que sinon on sera plus dans le délai. Très, très courte. Docteur Requigno, donc je travaille à l'ARS Île-de-France et je m'occupe entre autres de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Nous sommes très sollicités en ce moment et c'est peut-être une interpellation au carrefour de l'autodétermination et bien sûr du consentement et compte tenu du vieillissement de la population, on est interpellé dans le secteur médico-social handicap sur les directives anticipées.
autant dans le secteur des personnes âgées, en effet, c'est quand même assez bien codifié, etc. Autant dans le champ du secteur médico-social handicap, il y a une interrogation des professionnels sur qu'est-ce que ça veut dire par rapport à qu'est-ce que je peux faire, comment puis-je me former, vers quel texte puis-je me tourner. Et c'est vraiment une interpellation aussi pour notre réflexion commune sur l'éthique et donc sur la réponse qu'on peut apporter à ces professionnels. Régis Aubry. Je vais faire en quelques secondes. Oui, c'est ça. Sinon, je lâche le chien. Non, mais je pense que là aussi... Non, mais prenez le temps. La question des directives anticipées, c'est une question extrêmement complexe, hein, puisqu'il s'agit, dans le champ de la fin de vie, de se projeter dans une situation dans laquelle on n'est pas et dans laquelle on n'a pas envie d'être, entre guillemets, sa fin de vie. Se projeter au point de pouvoir prendre, par anticipation, des orientations et des décisions sur ce que nous souhaiterions ou ce que nous ne souhaiterions pas. On l'a montré dans plusieurs avis au sein du Comité national d'éthique. Quand on parle de directive anticipée, il faudrait vraiment le comprendre comme un processus assez lent, et d'autant plus lent que la personne est en difficulté pour élaborer une anticipation. Un processus qui doit être accompagné. Mais là encore, on rencontre la question du temps. Et là aussi, on rencontre la question de la disponibilité des professionnels pour pouvoir accompagner ces personnes. Et là encore, on rencontre la nécessité de repenser les systèmes de valorisation, parce que voilà, me semble-t-il, un temps qu'il faudrait valoriser, parce que c'est un temps de performance, au sens humain du mot, me semble-t-il. Donc, je crois qu'il faut sortir de la vision, les directives anticipées, c'est un papier qu'on écrit quand on a envie d'écrire, c'est un processus lent, réflexif, discursif, qui peut aboutir ou pas, mais qui est toujours utile dans le cheminement de la personne. Et qui peut évoluer aussi, et qui peut-être. peut évoluer, bien entendu, au gré des changements autorisés d'avis sur sa propre question. Mais c'est un enjeu majeur dans le champ de la réflexion sur la réforme aussi du système de santé. C'est temps long, c'est temps avec les personnes en situation de handicap ou les personnes malades ou les personnes handicapées et malades. Ces temps sont des temps précieux qu'on escamote aujourd'hui dans une logique de l'action et d'une performance confondue parfois avec la notion de rentabilité. Il y a quelques questions encore, mais je propose qu'on les prenne à la fin. Alors oui, on va devoir poursuivre nos échanges. Merci beaucoup, Monsieur Aubry. Je vous libère. Vous êtes bienvenu tant que vous voulez rester parmi nous, mais je vous libère de l'estrade. Voilà. Faites comme vous pouvez. Merci beaucoup. Le cadre théorique est posé. Je vais appeler Monsieur Jean-Philippe Cobot à me rejoindre. Venons-en donc maintenant ensemble à des déclinaisons pratiques, si j'ose dire. C'est vous, Monsieur Cobot, merci, qui allez être d'une certaine façon le chef d'orchestre de cette séquence. Entre autres choses, vous aussi, parce qu'évidemment, tout le monde a beaucoup de missions dès lors qu'on est spécialiste de l'éthique, puisqu'on a appris qu'il n'y en avait pas. Évidemment, je fais exprès de faire comme s'il y en avait, le contre-pied. Vous dirigez donc, entre autres, un centre d'éthique médicale. Peut-être est-ce que vous voulez déjà nous en dire quelques mots afin qu'on sache un petit peu d'où vous nous parlez et d'où on vous entend? Oui, tout à fait. Tout d'abord, pour vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous, que je me trouve effectivement dans une position un peu complexe parce que entre ce que vient de dire Régis Aubry et puis ce que je voudrais vous dire, et puis effectivement être un passeur vers les personnes qui ont aussi travaillé avec nous et qui ont des tas de choses à dire sur ces questions. Donc ça fait beaucoup de choses. Pour vous dire deux mots à la fois de mon parcours et du lieu d'où je parle, en essayant d'être très rapide. Moi, à la différence de Régis Aubry, je suis juriste et philosophe de formation, mais j'ai énormément de convergence avec des choses qu'il a dites. J'ai aussi travaillé dans un premier temps de ma carrière plutôt sur les personnes âgées, le droit des personnes âgées dans les relations de soins. Et d'ailleurs, le travail qu'on a entamé avec Coactis résonne beaucoup de ce travail que j'ai fait préalablement parce qu'il m'a obligé, et notamment à travers un petit détour par le droit anglo-saxon et la littérature anglo-saxonne sur la question,
c'est de voir combien le fait de s'intéresser à ces questions oblige à être beaucoup plus fin sur la manière d'aborder les choses, sur les vulnérabilités, ce que ça représente, sur les processus, on en a parlé pour les directives anticipées, etc., pour les relations qui s'installent entre les personnes, l'attention à ça. Par exemple, la jurisprudence américaine est très très attentive à des choses assez pratiques, mais quand parle-t-on de quelle chose, à quel moment, avec qui, dans quelle séquence, etc. Et donc c'est rendu très très attentive à ces processus. Et d'ailleurs, je pense, et je dirais tout de suite, que la démarche de Coactis participe complètement de cette attention. Démarche que vous accompagnez, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quelle manière est-ce que vous faites ensemble? Oui, tout à fait. À part avoir des verres, vous aussi, j'imagine. Si vous permettez encore un instant, quelques mots pour dire alors d'où je parle. En fait, suite d'ailleurs à cette recherche, j'ai rejoint le Centre d'éthique médicale de Lille, qui avait pour caractéristique notamment de développer une approche dite contextuelle de l'éthique et très axée sur l'éthique clinique, c'est-à-dire de réflexion avec les acteurs du soin sur les situations de terrain et justement pour en comprendre la complexité, les éléments, la place des individus les uns par rapport aux autres. Et aussi dans une perspective que j'aime toujours rappeler, qui est assez connue, mais c'est cette fameuse approche définition de l'éthique de Paul Ricoeur qui insiste sur cette recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans les institutions justes. Et pour tenir en quelque sorte une démarche éthique doit vraiment, me semble-t-il, tenir en compte de ces différents niveaux et notamment de plus en plus l'articulation. Et Régis en a parlé à travers la question de l'avis du CCNE 140, entre le respect des personnes, les relations qui s'instaurent entre les personnes et les organisations dans lesquelles ces personnes prennent place. Au point qu'aujourd'hui, on parle d'éthique organisationnelle à côté d'une éthique plus clinique. Et donc ça, c'est, si vous voulez, dans le centre d'éthique auquel j'appartiens, on développe beaucoup de réflexions et d'interventions sur ces articulations entre l'analyse des situations et les contextes dans lesquels ces situations émergent, qui ne sont pas toujours liés, si vous voulez, au caractère exceptionnel ou exceptionnellement difficile des situations, mais bien à l'organisation. Alors je vous dis tout ça pour introduire ce que je voulais dire sur la démarche qu'on a faite avec Coactis. Que je connaissais déjà par rencontre dans l'une ou l'autre manifestation, conférence, etc. Et puis plus récemment, ils m'ont demandé de rejoindre le comité scientifique, éthique et pédagogique, ce que j'ai accepté bien volontiers. Et puis effectivement, ayant mis le doigt dans l'engrenage, on m'a demandé si j'étais d'accord de participer à une réflexion autour de la place, la manière de penser l'éthique dans la démarche de Coactis. Et donc pour ce faire, on a mis en place un groupe de personnes concernées, de professionnels, de quelques chercheurs, et ça fait quelques mois maintenant qu'on réfléchit à, si vous voulez, et c'est un geste éthique par lui-même, si on peut dire, c'est d'expliciter en quelque sorte un peu l'éthique sous-jacente ou présente dans le travail de Coactis. C'est d'ailleurs une difficulté parce que le travail de Coactis et les outils que Coactis a mis en place sont tellement, si vous voulez, pensés, ciselés, que l'intention éthique et l'attention à l'éthique se trouvent, je dirais, pratiquement compris, intégrés déjà dans ces fiches. On a quelque part dans le travail qu'on a fait, puisqu'on l'a fait aussi en relecture des fiches et des outils, qui sont d'ailleurs plus riches que les fiches uniquement. Il y a tout un, et je pense que Pauline d'Orgeval l'a rappelé tout à l'heure, il y a toute une série d'outils qui s'additionnent. Et d'ailleurs, une partie de la réflexion qu'on a eue et qu'on va continuer, c'est comment on articule ces différents outils pour créer un environnement dans lequel effectivement, tous les acteurs peuvent mieux se coordonner, peuvent mieux prendre place. Donc, je dirais, les fiches sont tout à fait intéressantes et fondamentales, mais il y a je dirais, tout un arsenal qui est en train de se développer et qui peut contribuer à créer ces environnements. On a travaillé d'ailleurs un peu dans la foulée des travaux d'un ergonome du CNAM sur la notion d'environnement capacitant. C'est effectivement aussi
si vous voulez, et on est proche de l'idée d'éthique organisationnelle, c'est en créant des organisations, des environnements qui sont porteurs de capacité de respect et d'interaction entre les personnes qu'on arrivera aussi à permettre ces choses complexes dont on a parlé, l'autonomie, le consentement, les directives anticipées, toutes choses qui sont vraiment comme l'a dit Régis, des choses très très complexes et qu'il faut aller regarder de très près, qu'il faut sans doute comprendre de manière un peu différente. C'est des choses qu'on a découvert par exemple avec les différents plans cancer. Une des motivations du plan cancer, c'était de se rendre compte qu'il n'y avait pas de dispositif ou de modalité d'annonce, que les annonces de maladies graves étaient faites un peu dans des conditions très mauvaise. Et puis on a ajouté dans un deuxième temps les consultations d'annonces. Et puis on s'est rendu compte que ces consultations d'annonces étaient encore trop simplistes quelque part, trop ponctuelles, et qu'il fallait mettre en place un processus, et on a parlé de dispositifs d'annonce. Et aujourd'hui, on est encore en train de réfléchir sur l'adéquation de ces dispositifs d'annonce par rapport à la singularité, en quelque sorte, des situations. Donc, ce qui montre bien qu'on est obligé de rentrer vraiment dans le détail si on veut pouvoir faire des choses ajustées et prendre en compte les différentes personnes dans ces processus-là. Et donc, voilà, le travail qu'on a fait, pour ne pas être trop long et laisser place aux exemples et aux interventions. Donc en relisant ces fiches, on a mis en avant trois grandes dimensions de l'éthique qui est portée, je dirais, à même le travail de Coactis. C'est à la fois une éthique de l'accès, j'en parle de manière de l'accès aux soins et à la santé, plus généralement, mais je parle aussi d'éthique de l'accès parce que véritablement, dans la foulée, par exemple, des travaux de quelqu'un comme Jeremy Rifkin, qui est un prospectiviste américain, qui il y a quelques années déjà a publié un livre qui s'appelle « L'âge de l'accès ». La question de l'accès était effectivement quelque chose de fondamental, qui elle-même a amené de plus en plus à une réflexion qui s'est complexifiée de plus en plus parce qu'on s'est rendu compte que les leviers et les obstacles à l'accès étaient multiples, sans doute interreliés. C'est dans le débat d'une notion qui fait beaucoup de débat, mais qui est intéressante sur le plan de l'accès à la santé et aux soins, c'est l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait que des personnes sont dans plusieurs conditions à la fois qui renforcent ces difficultés. Et je pense qu'effectivement, dans une perspective d'une plus grande justice et d'une lutte contre la discrimination, il y a vraiment une éthique de l'accès qui se développe dans tout le travail que fait Coactis autour de l'élaboration de ces fiches, autour du ciselage de ces fiches, etc. Un deuxième grand axe, c'est une éthique du soin, une éthique du care qui se veut, qui émerge des fiches et des conseils qui sont donnés dans ces fiches, ou en tout cas des modalités, notamment très finement analysées, des processus de consultation. C'est une éthique de l'attention à la personne et de sa mise en relation, et des mises en relation entre les différentes personnes, notamment la personne elle-même, son entourage, la possibilité de créer de ce point de vue-là une synergie positive entre les différents acteurs du soin. Et je crois qu'on aura une illustration tout à l'heure aussi d'un travail autour de ça. Et puis un troisième niveau, si vous voulez, qui est un peu la conséquence des deux premiers, ou qui peut être vu comme la conséquence des deux premiers, c'est une éthique de l'autodétermination ou de l'autonomie. Je jette un peu cette discussion, je dirais, entre ces deux termes. Le terme d'autodétermination aujourd'hui est très très mis en avant et je le comprends. L'éthique de l'autonomie, c'est aussi à la lumière de l'article 19 et des travaux plus fondamentaux en philosophie. Pour toute personne, d'une certaine manière, l'autonomie, avant d'être une autonomie morale ou une autonomie décisionnelle, c'est une autonomie de vie. Le vivant est un être auto-organisé qui existe. Gardez bien votre micro. Par son autonomie dans un environnement. Et donc c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui, en tout cas quand on l'entend comme ça, est évidemment le propre de chacun, quelle que soit sa condition. Et donc, juste pour bien comprendre, cet article 19, de quel article 19 nous parlez-vous? L'article 19 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap, qui est un article qui met en avant l'autonomie de vie dans la cité
la possibilité d'une autonomie de vie dans la cité des personnes en situation de handicap. Très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, 3 axes, on le voit, avec, qui vont être illustrés par des cas pratiques. Si vous en êtes d'accord, Tout à fait. on leur donne la parole. On va commencer avec... on y va bien volontiers. Avec l'éthique de l'accès à la santé, avec vous, Philippe Aubert, qui êtes présent sur scène déjà. Vous êtes fondateur de l'association Rage d'exister. Vous êtes auteur, vous êtes formateur en pratique inclusive. Et vous avez préparé une petite intervention. Pour des raisons évidentes, vous avez eu besoin de la préparer d'une manière qui est la vôtre. Et j'ai eu le plaisir de la lire avant d'être ici. Et vous allez voir que c'est tout à fait passionnant. Monsieur, je vous laisse la parole. L'accès à la santé, c'est parfois le réaménagement de l'espace. Merci. Bonjour. Je vous remercie, toutes et tous, de me donner la parole. J'ai conscience de ne pouvoir apporter qu'une très modeste contribution à cette belle réunion plénière de Coactis. Au fond, j'ai découvert l'éthique sur le tard, et pourtant maintenant ces questions, ces problématiques me paraissent primordiales. Je pense que nous ne traitons pas assez le handicap sous cet angle, y compris nous les personnes en situation de handicap. Pour apporter ma contribution au débat d'aujourd'hui, je commencerai par citer la célèbre phrase d'Inoch de Jules Romain. « Tout bien portant est un malade qui s'ignore. » Mais en fait, je vais la retourner. Toute personne ignore qu'il peut être bien portant. J'aime ce terme, bien portant, car il illustre une attitude active, volontaire. Toute personne ignore qu'il peut être bien portant, parce que la santé n'est pas une donnée, un acquis, mais une quête, une conquête, une quête avec, une situation éminemment sociale, mais aussi environnementale, car notre santé ne dépend pas que des autres humains, même experts. C'est dans ce contexte que je voudrais essayer de visiter cette notion, que j'ai personnellement du mal à cerner, qui est l'accès aux soins. Pour y accéder, je voudrais citer un neurobiologiste, Francisco Varela, dont j'étudie particulièrement sa notion d'inaction. Je vous recommande la lecture d'un petit livre, Quel savoir pour l'éthique ? Action, sagesse et cognition. Je le cite, « Le monde n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est une chose à laquelle nous prenons part, en fonction de notre manière de bouger, de toucher, de respirer et de manger. » Et je le cite encore, « Nous fonctionnons toujours dans l'urgence d'une situation donnée. » Et j'ajoute à ces citations qu'il démontre que nous apprenons par itération successive de nos expériences singulières. Le pouvoir d'agir n'est pas une donnée, un acquis, mais un apprentissage, un bricolage d'expériences. Personnellement, je me retrouve assez bien dans cette démarche quand je pense notamment aux conditions d'accès aux soins, que j'ai pu connaître et que je connais actuellement. Vous comprenez déjà que pour moi l'accès aux soins médicaux n'est qu'une composante de ma santé. Mais il est vrai que cet aspect est très important, et notamment dans la condition handicapée, pour reprendre l'expression du professeur Sticker. Pour être clair, l'accès aux soins pour moi c'est 4 éléments principaux, interdépendants, dans le cadre de ma dépendance physique totale. D'abord mes soins pour tous les gestes de la vie quotidienne, me lever, me laver, aller aux toilettes, manger, boire. Mais c'est aussi accéder aux séances de kiné, indispensables du fait de mon athétose. J'ai éprouvé aussi le besoin de suivre des séances de sophrologie, pour apprendre à mieux contrôler ma respiration et mes émotions. Enfin, le milieu médical proprement dit, généraliste et spécialiste. Quand je regarde le parcours accompli, du haut de mes bientôt 45 ans, je mesure le sens du mot apprentissage, pour moi,
pour mon milieu familial et pour mon entourage, mais aussi pour mes interlocuteurs, pourvoyeurs de services de soins. En particulier, je mesure l'extraordinaire fossé naturel qui existe, inévitablement, a priori, entre le soignant et le soigné, dans une relation si singulière. Je m'en tire souvent, en construisant peu à peu une fragile complicité, forcément ambiguë et inégale. Y a-t-il une éthique de la complicité ? Je connais mieux maintenant le parcours, que je dois toujours renouveler, et je mesure mieux les difficultés du soignant qui vient vers moi, ou à qui je m'adresse. C'est ici que je vois que derrière la déontologie professionnelle, il y a d'autres dimensions. Je lis en ce moment le dernier livre de Cynthia Fleury, La clinique de la dignité, dans lequel elle nous livre son analyse de la démarche du CARE. Je suis convaincu que cette approche englobante, méta, est indispensable. Mais je voudrais insister ici sur un point fondamental à mes yeux. Il doit inspirer la représentation qu'on a du patient. Je me résous ici à employer ce terme, que je n'aime pas, pour mieux le déconstruire. Justement, le soigné, la personne soignée, n'a pas à être patient, passif, mais acteur actif. Le soignant peut-il l'accepter ? Peut-il accéder à cette reconnaissance de l'autre ? Je ne parle pas ici en termes de droit ou de devoir, mais en termes de valeur et de parcours. Récemment, je contactais un kiné pour la première fois, et pour une intervention isolée. Je tentais d'expliquer mon expérience à partir de tout un kit de présentation que j'ai peu à peu confectionné. Il m'a répondu que ce n'était pas au patient de dicter les conditions de sa prise en charge, et a refusé de me prendre. Je le comprends. Je lui demandais en fait quelque chose de très difficile, me prendre avec mes valises d'expérience qu'il ne pouvait pas évaluer et apprécier pour ses propres actes. Je mesure souvent ce hiatus, cet entre-deux, fait d'attention préconçue et d'ignorance mutuelle. Je voudrais insister sur ce point. La personne soignée, quelle qu'elle soit, a une expérience et donc des savoir-faire, faire face d'Iré Varela. La question centrale me paraît être celle-là, notamment dans la condition handicapée. Accepter d'apprécier cette position singulière est un exercice qui engage le ou les soignants, mais aussi le soigné et son entourage. J'insiste sur ce point. Le soin n'est qu'un élément d'un parcours de santé qui est inhérent à la vie de chaque personne. La personne en situation de handicap n'y échappe pas plus que les autres. J'ai dit un jour, dans une envolée lyrique, que les personnes en situation de handicap étaient des bricoleurs de génie de la vie. Au fond, je voulais dire que leur activité vitale en elle-même leur donnait accès, par leur appareil sensorimoteur, à une certaine appréhension, compréhension de leur santé, fondée sur l'activité concrète de tout leur organisme. Ma conclusion est que cultiver tout au long de sa vie l'apprentissage des conditions de sa santé, ses expériences de santé, qui sont aussi ses maladies ou son handicap, est le fondement de la relation sociale, et doit être accessible à toutes et à tous. Bien sûr, il peut y avoir des travers, des dérives, personnelles ou non, dans ce processus. De mon point de vue, il est au centre de toute relation de soins qui ne peut n'être que singulière, où chacun vit une expérience apprenante. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Merci à vous, merci pour cette prise de parole. Vous avez déclenché une écoute active. Merci beaucoup. Deuxième champ de cette question de l'éthique, on le disait tout à l'heure, Monsieur Cobo, c'était l'éthique de l'attention à la singularité de la personne. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on appelle notre deuxième groupe d'intervenants ? Oui, absolument. Ça vous va ? Absolument. On va enchaîner tout de suite puisque... Oui, on enchaîne absolument. On appelle l'équipe mobile du handicap de je savais que j'allais m'étaler sur le sigle. GHICL, c'est impossible à dire. Groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille. Merci.
Émilie Bachary. Vous êtes responsable des services d'accès aux soins des personnes handicapées du réseau Sourds et Santé. Et vous êtes accompagnée de Charles Piédoux, qui est infirmier de coordination. On commence par une petite vidéo de présentation. Alors j'avoue, comme elle était sans commentaire, eh ben, je ne sais pas ce qu'elle raconte. Voilà, donc vous nous la décrirez. Voilà, donc on la diffuse. Ou pas. Il n'y a pas de son. Bon. Vous pouvez chanter peut-être. Enfin, du coup, je vous laisse me dire quand elle se termine, parce que s'il n'y a même pas la musique, je vais être... L'environnement n'est pas capacitant pour moi quand il n'y a même pas de musique. Très bien, merci. Donc, je ne sais pas la façon dont vous avez peut-être travaillé ensemble avec Jean-Philippe Cobot. Moi, j'avais envie de vous poser la question de cette histoire d'environnement capacitant dont parlait M. Cobot, et puis qui est un de vos sujets d'engagement, si j'ose dire. Comment est-ce qu'on peut le créer ? Alors, je vais commencer très rapidement pour présenter Emma, ce que vous venez de voir en PowerPoint. En fait, c'est un PowerPoint animé qui tourne sur nos télés dans les hôpitaux. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas de son, il n'y a pas de commentaires. Donc, Emma, c'est un des 6 dispositifs de consultation dédiés des Hauts-de-France. C'est une toute petite équipe qui est dédiée, qui est acculturée au handicap et qui a du temps pour le parcours du patient en situation de handicap, tout type de handicap à tous les âges de la vie au sein de nos 2 hôpitaux. Alors, l'équipe accompagne le patient, s'il le souhaite, pendant son parcours à l'hôpital. On fait le lien aussi entre les différents acteurs. On a des plages dédiées pour certaines spécialités, mais nous favorisons l'accès du droit commun de la personne en situation de handicap. Donc, Emma, c'est une réponse coécrite avec des acteurs médico-sociaux. Ce n'est pas une réponse hospitalo-centrée. Et donc, là, je vais plutôt laisser le terrain parler. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Charles, qui est infirmier coordinateur au sein de l'équipe et qui va vous expliquer un petit peu concrètement comment on fonctionne. Merci. Bonjour à tous. Alors, donc pour expliquer un peu concrètement notre activité au quotidien et par rapport à l'environnement du coup capacitant, nous on va prendre contact avec la personne qui désire... Bien près de votre micro. Oui, pardon. On va prendre contact avec la personne Merci. qui nous sollicite pour avoir des éléments qui vont pouvoir nous aider dans la réalisation des soins à l'hôpital. On va accompagner la personne dans son parcours, donc que ce soit physiquement ou à distance en prenant contact avec les acteurs de santé et a posteriori faire le lien avec les acteurs médico-sociaux pour éviter la perte d'informations. Donc vis-à-vis de l'environnement capacitant, on cherche finalement à ce que l'hôpital s'adapte à la personne et pas à l'inverse, pour permettre vraiment à chacun que tout se passe au mieux. Et l'idée dans ce travail-là, c'est que toutes les informations qu'on va recueillir, on va pouvoir les transmettre aux soignants que la personne va venir rencontrer, ce qui permet aussi d'acculturer finalement nos collègues et praticiens de nos hôpitaux. Jean-Philippe Cobot. Alors, mais je veux juste demander à Charles aussi, qui nous parle aussi des visites blanches qu'on propose justement pour favoriser cet environnement. Tout à fait. Alors les visites blanches sont en fait des visites d'habituation aux soins. Je vais vous donner un exemple concret. Récemment, on a accompagné un jeune homme qui a des troubles du spectre autistique, qui avait eu des soins dentaires en 2020 sous anesthésie générale, n'avait pas eu de soins dentaires jusqu'en 2023. On a proposé du coup des visites blanches, donc consultation d'habituation, où on a présenté les outils qu'on lui a fournis afin qu'il puisse se les approprier. On a
mis en scène, j'ai envie de dire mis en scène, joué un peu aux soins lors de ses visites à l'hôpital, ce qui a permis en fin d'année, en milieu d'année dernière, de réaliser des soins dentaires sans anesthésie et avec l'adhésion de la personne. Une autre forme d'accès à la santé, finalement. C'est ça. Donc, par exemple, pour cet exemple concret, on envoie les kits d'habituation aux soins dentaires, soit à la famille ou aux patients directement. Donc, le petit miroir que tu envoies, Oui, la sonde ça. d'aspiration, La sonde et bien d'aspiration, sûr les voilà. outils qu'on utilise tous maintenant, Santé BD. Et on peut Les faire aussi des séquentiels séquentiels photos avec les praticiens hospitaliers. Combien de personnes accueillies chaque année? Vous disiez petite unité. Alors, une petite équipe, mais beaucoup de patients. Charles, toi qui gères les chiffres. Donc on est 3 soignants à accompagner les personnes à l'hôpital. On a une file active actuelle de 1100 patients environ. Depuis la création du dispositif. Depuis la création donc du depuis dispositif. 2018. Voilà. C'est pas la file active annuelle. Oui, quand même. Et nos interventions annuelles sont aux alentours de 1200 interventions en comptant les accompagnements physiques et la coordination de soins à distance, je dirais. J'insiste, petite équipe. Charles, c'est le seul à temps plein. Après, on a une deuxième infirmière à temps partiel et une ergothérapeute à mi-temps également. Ça va, vous vous ennuyez pas? Non, pas du tout. On a le temps de venir vous rencontrer, donc on s'ennuie pas du tout. Merci, merci beaucoup pour votre intervention. Il y aura peut-être des questions pour vous dans un deuxième temps. Je vous libère, vous pouvez rester Merci. dans la salle. On en vient au troisième temps. La question de l'éthique de l'autodétermination de la personne. Ça vous va, Monsieur Cobo? Avec Ma Santé, ça me regarde. Des papillons blancs de Dunkerque. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet Ma Santé, ça me regarde. Cette vidéo étant facile à lire et à comprendre. Ma Santé, ça me regarde, qu'est-ce que c'est ? En 2018, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux du Dunkerquois ont décidé de faire un projet ensemble. Le projet s'appelle Ma Santé, ça me regarde. Le projet, c'est pour m'aider à me faire soigner facilement à l'hôpital, à la clinique, chez le médecin. Le projet, c'est aussi pour m'aider à choisir ce que je veux pour ma santé. Dans le projet, il y a des professionnels de santé, des professionnels médico-sociaux et des pères aidants. Un père aidant, c'est une personne qui a la même maladie ou le même handicap que moi et qui partage son expérience pour m'aider. Pour faire le projet, les pères aidants font des permanences dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Les permanences, ce sont des moments où tout le monde peut rencontrer les pères aidants et leur poser des questions. Des professionnels peuvent aussi être présents. Pendant les permanences, les pères aidants donnent des informations sur la santé. Les personnes donnent aussi leur avis sur leurs soins en répondant à des questions. Les réponses aident les établissements de santé à rendre les soins plus accessibles pour tout le monde. Depuis 2021, Ma Santé, ça me regarde est aussi sur Internet. Merci beaucoup aux personnes qui participent au projet. Merci à vous. Alors on a avec nous, alors il y a eu, je crois, quelques difficultés d'accès. Tout le monde n'a pas pu venir depuis Dunkerque, mais on a avec nous Enola, André et Adrien qui vont venir me rejoindre avec leurs accompagnants et qui vont nous en dire un petit peu plus sur leur façon de voir les choses. Bienvenue, messieurs, dames. Voilà, tout le monde est bien, tout le monde est confortable. On va peut-être commencer avec Enola. Ça va, Enola ?
Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit peu de quoi vous parlez dans ce projet Ma santé, ça me regarde? Qu'est-ce que vous y faites? Avec le micro. Je ne peux pas faire les dents. Tu peux rapprocher, s'il te plaît, parce que je vois pas. Merci. Alors, racontez-nous, Enola, de quoi est-ce qu'on se parle dans ce programme? En fait, on fait des webinaires et des interventions dans les hôpitaux et dans les cliniques, tout ça, pour faire apprendre aux personnes ce qu'on fait, ce qu'on met en place avec Peggy, Carole et Alexandra, ce qu'on met en place, c'est-à-dire le projet Ma santé, ça me regarde, c'est-à-dire des interventions sur les droits, sur nos droits en santé, ce qu'on a le droit, et on a des droits et des devoirs. En fait, vous essayez d'expliquer aux patients, aux médecins, pardon, que vous pouvez donner votre avis. Voilà. Et pourquoi c'est important ça? D'habitude, on ne vous écoute pas? Parce que quand on va à des rendez-vous, il y a des médecins où on fait des rendez-vous et ils nous expliquent pas souvent les choses correctement quand il y a des rendez-vous médicaux. Et ça vous empêche de prendre les décisions vous-même, de décider vous-même de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas? Un peu, oui, parce que ils nous expliquent pas trop comment ça se passe le rendez-vous, alors qu'ils devraient expliquer comment se déroule le rendez-vous pour que ce soit moins stressant, surtout si c'est des rendez-vous on n'a pas trop l'habitude de faire. Mm-hmm. Et vous avez l'impression que c'est efficace? Si le médecin il arrive à nous comprendre, oui, mais s'il ne comprend pas, c'est compliqué d'expliquer. Merci Enola. André, vous aussi, vous participez à Ma santé, ça me regarde. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous y contribuez, ce que vous dites? Moi, j'ai eu un concert. J'ai eu un concert des colons. En fait, j'ai été à l'hôpital et tout pour me faire opérer et tout ça. Mm-hmm. En fait, dans l'histoire, j'ai bien fait opérer. Après, j'ai été voir le docteur et tout ça pour me voir, pour m'en prendre. C'était bien guéri et tout ça. Mm-hmm. Tous les jours, j'allais à l'hôpital pour me voir, pour passer des visites, pour passer des piqûres et tout ça. Mm-hmm. Et après, en fait, ça passe bien maintenant, c'est guéri. Et donc ça, c'est super d'être guéri. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous a écouté pendant que vous étiez soigné? Des fois, non, des fois, ouais. Des fois, je demandais au médecin quand même que ce que j'avais. Le médecin disait, ouais, Audrey, t'es pas guéri, on va te remettre dans un truc, en fait. Et après, le médecin disait, ouais, t'es guéri. Est-ce que vous avez eu l'impression de pouvoir décider de la façon dont vous étiez soigné? Est-ce que vous avez eu l'impression que vous pouviez dire, moi je veux ça et ça je veux pas? Oui, quand même, je vais te dire, en fait, j'ai demandé pour voir, pour les prises de sang, je me demandais combien j'avais de trucs de taux, combien j'avais de trucs de taux de sang et tout ça. Mm-hmm. Des fois, non, des fois, ouais. Des fois, j'étais obligé. Et est-ce que vous savez pourquoi des fois oui et des fois non? Est-ce que vous savez ce qui était différent entre les fois où c'était oui, on vous écoute, et les fois où c'est non, on vous écoute pas? De toute façon, le médecin disait à l'infirmière, disait ouais, on va aller voir ce garçon-là.
pour voir un peu comment ça marchait. Comment ça marchait, en fait. Mais est-ce que, par exemple, c'est quand il y avait en face de vous un médecin trop pressé qu'on ne vous écoutait pas? Bah oui, quand même, hein, quand même. Le médecin disait, bah, on va se parler entre nous. Et puis moi, je demandais toujours qu'est-ce que j'avais. Il ne me répondait même pas. Entre nous, ça veut dire qu'il parlait à quelqu'un qui vous accompagnait, Bah, et pas à vous. Voilà. Un peu quand même. Et donc c'est pour ça que vous êtes dans Ma Santé, ça me regarde, pour que ça change? Ça? Pour qu'on vous parle à vous la prochaine fois que vous êtes soigné? Bah ouais, quand même. De faire... Attendez, j'ai pas de bêtises. Hein. Non, il n'y a pas de bêtises à dire. Il n'y a pas de bêtises à dire, tout va bien. Un dépistage. Il faut dépister. Ouais. Il faut aller voir le docteur. Le docteur il va aller voir vous. Ouais. En fait, et il va donner une feuille. Une feuille. En fait, et après, il faut voir dans la feuille et il y a tous les petits trucs. En fait, pour le faire. Oui, c'est important. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut... C'est important qu'on vous explique bien qu'il faudra revenir, qu'il faut faire des soins réguliers pour bien vérifier que tout continue d'aller bien. Ouais. Et après, il faut aller aux toilettes. J'ai peur. Eh oui, faire le dépistage. Mais vous savez, on y a tous droit au dépistage au pluriel, de toutes les manières possibles. Vous n'êtes pas le seul. Adrien, vous êtes aussi avec nous. Et vous aussi, vous participez à Ma Santé, ça me regarde. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez eu envie de participer? Je veux participer pour aider les autres personnes comme moi. C'est-à-dire, dites-nous. C'est quoi que vous voulez dire quand vous dites les personnes comme moi? Qui vous êtes? C'est quoi ta particularité? Tu fais partie de quelle association? Pas de stress, Adrien. Tranquille. Qu'est-ce que tu expliques? Sinon, comment est-ce que vous voulez aider les autres, si vous n'êtes pas à l'aise pour dire qui vous êtes? Vous me dites, je veux aider les autres. Comment vous voulez les aider? Je fais partie du projet Ma Santé, ça me regarde pour parler du handicap, de la santé et de la trisomie. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez dire sur la santé et sur la trisomie? C'est quoi votre message? Est-ce que tu es différent des autres? Est-ce que c'est parce que tu es trisomique qu'on doit s'adresser différemment à toi? Ta parole, elle doit quoi? C'est écrit quoi là? Est-ce qu'il faut qu'on vous écoute? Ou est-ce qu'on peut se passer de votre parole, finalement? Est-ce que, par exemple, j'ai raison de vous parler à vous plutôt qu'à votre accompagnante? À votre souffleuse, là, qui vous raconte des petits mots doux dans l'oreille. On va dire, je fais partie du groupe Ma Parole à Compter, de Trisomie Médiatique à France. Oui. Et c'est important, ça, pour vous? Oui, c'est important. Parce que vous voulez prendre la parole, vous-même. Vous voulez qu'on vous écoute. Oui. Parce que vous avez plein de choses à dire. Et tu as créé quoi comme outil? J'ai créé la boîte à outils. Une boîte à outils. Racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? La boîte à outils, c'est avec les fiches conseils, Ouais. les dessins, Ouais. les pictogrammes et des vidéos. Et c'est pour expliquer les choses avec des solutions faciles à comprendre pour tout le monde. Oui, et c'est pour parler en public. Et du coup, on a moins peur. Et on peut tout dire. On peut tout dire, on est à l'aise. C'est drôlement bien, ça. J'arrête de vous embêter. Merci, Adrien. Merci à tous. Bravo pour ce que vous faites. Alors, il y aura peut-être des petites questions pour vous tous, hein, vous comme tout le monde, et vous prendrez le temps qu'il vous faut pour vous répondre. Avant qu'on passe des questions, peut-être, Monsieur Cobo, vous ne voulez pas nous faire un petit commentaire sur tout ce que vous avez entendu avant qu'on passe aux questions de la salle? Parce que c'est quand même vous le chef d'orchestre de cette partie d'après-midi. Vous m'avez abandonné lâchement, mais vous croyez que je vais vous laisser, je vais vous libérer? Vous rêvez ou quoi? Je vous rattrape par l'oreille.
Parce que là, en fait, vous nous avez expliqué donc, le travail avec Coactis Santé, les 3 axes, etc. Et on a des illustrations tellement pleines de vie que c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai envie d'entendre en tout cas votre commentaire sur ce qui vient d'être dit, enfin, sur l'ensemble de ce qui a été dit sur les 3 thématiques. Oui. Non, mais je pense que ces différentes interventions illustrent bien les différentes réflexions qui ont été lancées dans ce travail. D'abord, celle de Philippe Aubert autour de la question, alors qu'on a aussi travaillé dans les formulations, etc., de la distinction entre l'accès aux soins et plus généralement la santé. Effectivement, la question ne se limite pas à l'accès aux soins, même si effectivement c'est extrêmement important, mais c'est aussi pouvoir développer et soutenir le développement d'une réflexion plus générale sur la santé, voire même sur la qualité de vie. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une perspective comme celle-là qui peut être aussi plus parlante, plus porteuse, et de pouvoir intégrer en quelque sorte cette question des soins dans une vision plus générale. Plus large. Alors, bon, ça c'est une première chose, c'est donc toutes ces questions autour de l'accès qui sont aussi liées, on en a moins parlé là maintenant, mais aussi liées à des questions plus politiques et de politique publique. Comment peut-on favoriser aussi des dispositifs qui rendent l'accès possible? Alors ça c'est un peu l'objet de la deuxième intervention. On voit comment il faut, pour pouvoir créer ces conditions d'une relation avec une attention spécifique aux personnes, à son environnement, etc., même si Émilie Bacheri l'a souligné, c'est une petite équipe, avoir un dispositif qui puisse permettre cela, l'organiser, etc. Et donc ça aussi, c'est une réflexion, je pense, de Coactis, comment à partir des fiches qui sont un outil, favoriser la mise en place de ces environnements au sens plus large du terme qui rendent possible. Alors une question aussi qu'on a beaucoup travaillé et sur laquelle on a réfléchi, et cette réflexion est encore à poursuivre, c'est comment utiliser les fiches dans ce processus. Parce que le temps manque un peu, alors on en a reparlé, le temps manque un peu à tout le monde pour en prendre connaissance, pour échanger à propos de ces fiches. On a même aussi imaginé un croisement des fiches, parce que sans doute on s'est dit, et ça fait aussi toute une réflexion autour de, finalement, pour les personnes elles-mêmes, l'éthique, qu'est-ce que ça représente exactement, la possibilité de réfléchir, de demander des compléments d'information, de faire état de ses craintes, de ses attentes, de ses souhaits, et donc de pouvoir développer ces considérations-là. Et puis, enfin, effectivement, aussi des dispositifs de soutien mutuel de pair aidance. Entre les personnes. On n'a pas dit le mot encore, mais oui, c'est ça. De pair aidance, effectivement, qui je pense, sont aussi très, très importants pour créer ces conditions de possibilité. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions parmi vous, messieurs, dames, qui avez écouté avec, je dois le dire, moi j'anime quand même assez régulièrement des débats, des colloques. Vous avez une qualité d'écoute qui est rare, très franchement. En général, ça papote un peu dans tous les coins. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait... Non, mais vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une grande qualité d'écoute. Alors, je vous le dis, parce qu'en général, je râle que les gens n'écoutent pas. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions ? Alors, bonjour à tous, Ingrid Dorzin, députée de la Somme. Tout d'abord, un grand merci pour cette organisation et de m'avoir invitée. Ce fut un réel plaisir. Alors, députée, certes, mais éducatrice spécialisée et maman d'une jeune femme en situation de handicap, d'où également, je pense, mon investissement dans cette cause. Je voulais juste vous dire merci pour ces témoignages, pour ces échanges autour de l'éthique. Ce sont des choses qui manquent cruellement aujourd'hui, de pouvoir parler de sens, de pouvoir parler de lien, de pouvoir évoquer justement ce besoin du travail entre le médico-social et la santé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on essaye de mettre des gens dans des cases, et soit on répond au médico-social, soit on répond à la santé. Alors moi, je trouve ça formidable. Enfin, j'ai découvert Coactis Santé donc, récemment. J'ai été sur votre site et je me suis dit, oh là là, si ça avait existé il y a quelques années, ça m'aurait sauvé la vie.
Parce qu'effectivement, aller chez le dentiste, aller chez le gynéco, c'est un enfer pour les parents et pour la personne en situation de handicap. Donc voilà, donc un grand merci pour vos témoignages, pour votre présence, pour votre travail. Alors, je suis dans la majorité, voilà, mais en tout cas, j'ai conscience qu'on ne fait pas suffisamment, que ce soit dans les solidarités au sens large, et vous pouvez compter en tout cas sur mon soutien à ma petite échelle pour pouvoir vous soutenir et vous accompagner dans le développement de ces projets. Vous avez entendu qu'il y avait de fortes attentes. Mais il y en a beaucoup, et vous savez, si aujourd'hui je suis en politique et si j'ai atterri à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas du tout mon parcours, ce n'est pas un hasard, et je ne compte pas me croiser les bras et attendre. Ah, vous ne pouvez pas. Non, mais je ne vous mettais pas en accusation, ni ne considérer qu'une députée à elle toute seule pouvait changer le monde, mais non. Juste voilà. Peut-être que, puisque vous appartenez à la majorité, certes relative, mais majorité toutefois. Tout à fait. Voilà, majorité relative, portez certes. Le message. Mais, voilà. Mais en tout cas, il y a un gros travail transpartisan justement sur ces notions, et c'est ce qui est le plus important. Enfin, voilà, merci. Merci à vous. D'autres interventions, questions ? Oui, bonjour, Marie-Aline Bloch, je suis administrateur de la Fédération Simon de Sirène. Moi, j'avais une question par rapport, on n'a pas beaucoup évoqué la place des familles, en fait, dans tout ça, parce que, évidemment, c'est important que la personne elle-même puisse s'autodéterminer, etc. Mais en fonction voilà, des situations, comme on a évoqué, les familles ont une certaine place à jouer, et comment ajuster, on va dire, la place de chacun, et pour que les familles aussi comprennent finalement quelle est leur place par rapport à leurs proches, par rapport aux professionnels. Allez, pour vous celle-là, Monsieur Como. Oui, non, sur le principe, je suis 100% d'accord. Je prends conscience aussi que dans le groupe de travail tel que l'on a fonctionné jusqu'à présent, on n'a peut-être pas mis suffisamment en scène cette question particulière et fait porter cette voix spécifique dans les interactions. Mais je pense effectivement que pour mieux comprendre en quelque sorte comment se jouent ces interactions-là, ce serait tout à fait important d'avoir cette perspective. Après, c'est peut-être un peu un effet de balancier, c'est-à-dire que pendant tellement longtemps, on a tellement pas donné en tout cas la parole aux personnes, que peut-être aussi il y a une espèce de rattrapage. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'ai aucun jugement, mais je me demande si le fait de ne pas avoir peut-être intégré dans vos travaux autant les familles que peut-être vous pourriez le faire, c'est aussi parce qu'il y a eu une vraie volonté de donner leur place aux personnes. Oui, sans doute, c'est très certainement, il y a très certainement de ça, mais je pense aussi que, si vous voulez, ça me permet de repréciser des choses aussi sur l'éthique. Deux choses sur l'éthique qui me semblent importantes. Une qui est en lien avec ce qu'on a discuté tout à l'heure avec Régis Aubry, c'est la question, il a parlé de l'avis 140 du CCNE qui fait un peu le constat de la crise du système de santé et la nécessité de réinjecter l'éthique. Il a dit refonder le système de santé à partir de l'éthique. Moi je dirais aussi refonder ou réinsuffler quelque chose dans le système de santé à partir des pratiques de l'éthique. On avait annoncé dans le petit document qu'il y avait la théorie de l'éthique et puis la pratique de l'éthique. Moi, je pense que l'éthique va pouvoir éventuellement avoir un rôle dans la transformation du système en se pratiquant par les acteurs de terrain directement pour pouvoir faire aussi remonter des choses. D'une certaine manière, en fait, la transformation devrait aller dans les deux sens, à la fois des choses qui sont amenées par des politiques, nouvelles politiques ou réaménagement des politiques, et puis aussi une remontée d'un certain nombre de questions qui se posent sur le terrain et qui peuvent alimenter le débat et la réorganisation des choses, si réorganisation des choses il doit y avoir. Donc ça, c'était une première chose. Voilà que j'oublie la deuxième que je voulais vous dire par ailleurs. Tic-tac, tic-tac, ça revient. On vous laisse chercher pendant qu'une autre question arrive. S'il y en a, oui. Alors, je peux juste réagir sur la place de la famille. C'est vrai qu'on n'a pas, exprimé clairement, mais les familles, les aidants familiaux, ils sont omniprésents dans tous les travaux qu'on fait. Et là encore, j'ai envie de dire qu'on fait des choses sans le savoir, et peut-être qu'il faut plus penser, exprimer, conceptualiser l'éthique la place des familles
dans tout cet écosystème. Donc merci de cette question, mais évidemment, elles sont très très présentes, les familles, dans tous nos travaux. Voilà. On va essayer de... C'est très très bien parce que j'ai retrouvé la deuxième chose que je voulais dire quel grâce à talent, cette intervention. mais quel talent. C'est aussi, et Philippe Aubert y a insisté, que c'est l'idée que l'éthique c'est un processus d'apprentissage, hein, où la santé, il disait la santé est un processus dans lequel on apprend sur soi-même, on apprend à construire les relations avec les autres, etc. Et donc dans l'approche qu'on essaye, pratique de l'éthique qu'on essaye de défendre, on insiste aussi sur le fait qu'il y a une approche éthique comme apprentissage de cette relation. Et donc, par exemple, découvrir, et l'interaction qu'on vient d'avoir ici, qu'il y a effectivement beaucoup d'aidants, etc., qui sont mais qu'on n'a pas suffisamment, je dirais, formalisé la prise en compte de cette approche-là. Je trouve que c'est une belle illustration, si vous voulez, d'une réflexion éthique qui se construit en termes d'apprentissage, c'est-à-dire qui rajoute les personnes, les choses, les points de vue, et qui peut affiner d'une certaine manière le diagnostic sur la situation, sur les obstacles, sur les leviers pour un meilleur accès. Et c'est vraiment le travail que fait Coactis en préparation des fiches. Ce dans quoi on est aussi aujourd'hui, en plus de chercher une manière de faire apparaître ou de lancer un peu une dynamique à travers les fiches, c'est aussi intégrer la réflexion éthique dans la préparation des fiches pour pouvoir avoir des points d'accroche sur des questions plus complexes liées au droit à l'information, au respect de l'intimité, etc., etc., et rendre possible plus de réflexion et plus d'échanges là autour. C'est un peu la philosophie dans laquelle on travaille autour de ça. Merci. D'autres questions ou interventions ? Sans tout casser. Il ne faut pas se fâcher comme ça. Oui. Sylviane Jean-Pinot, je suis présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et l'âge. Et je suis également, ma profession c'est psychologue et psychanalyste, et je travaille avec des bébés. Et je voulais ramener un petit peu dans notre échange ce qui m'y a fait penser, c'est la parole de Régis Aubry qui dit que des professionnels qui travaillent auprès des personnes handicapées, leurs familles, des professionnels qui travaillent dans la fin de vie et leurs familles devraient ensemble travailler. Je voulais ramener aussi là l'expérience des professionnels qui travaillent auprès des bébés en périnatalité, parce qu'on parle beaucoup de l'écoute, mais c'est comme si le sous-entendu, c'était d'écouter la parole. Et la parole n'est pas que le langage verbal, il y a le non-verbal, etc. Mais il y a même il y a des gens qui travaillent auprès des personnes handicapées, auprès des personnes âgées ou des personnes en fin de vie, qui écoutent en polysensorialité. Les sens sont à l'écoute, tous les sens sont à l'écoute, le corps parle, la respiration, tout est langage aussi. Et je voulais juste attirer l'attention là-dessus parce que les questions d'éthique que nous soulevons aujourd'hui autour du handicap, elles sont aussi là dans d'autres domaines. Et je voulais témoigner du fait qu'on a, nous, fait un gros travail sur l'accueil des enfants en situation de handicap dans les modes d'accueil de la petite enfance. Et même avant même qu'il y ait un diagnostic de ceci, de cela, reconnu administrativement, médicalement, tout simplement pour que l'on puisse à la fois les mettre, eux, dans un environnement capacitant. Les autres enfants forment un environnement capacitant déjà en soi, et aussi pour que d'emblée, tout le monde s'habitue à vivre ensemble. Et donc que chacun trouve des moyens de se faire comprendre et de comprendre des gens très différents entre eux. Voilà. Je voulais témoigner de cette approche-là et la mettre dans la corbeille de Coactis. Merci. Corbeille qui était déjà bien garnie, oui. Mais c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup. C'est une façon de dire aussi que c'est le temps long, y compris à l'échelle de nos vies. On a parlé de temps long tout à l'heure, des médecins qui devaient avoir le temps long, de la réforme du système de santé qui devait s'inscrire dans le temps long. Et finalement, l'acceptation de l'autre, de chacun d'entre nous, l'autre étant toujours... chacun d'entre nous étant toujours un autre pour l'autre, aussi de l'accueillir dès ses premiers balbutiements, finalement. Oui, tout à fait. Un tout petit rebond qui fait écho aussi à des réflexions qu'on a autour
une notion qui est beaucoup mobilisée dans différents secteurs, c'est l'attention. En fait, c'est par rapport à ce que vous dites, c'est une éthique de l'attention, en fait, qui est plus ouverte que simplement une éthique qui serait langagière ou très mentale, très de l'ordre de la réflexion. L'éthique est plus globale que ça. C'est toute l'action et toute l'interaction dans un monde qui doit être prise en considération. Et l'attention peut permettre de saisir ces choses-là. Je pense que Philippe Aubert le disait aussi tout à l'heure en disant, en fait, et je le disais aussi tout à l'heure en parlant autodétermination, autonomie. L'autonomie, en fait, c'est aussi une position dans un espace et en interaction avec d'autres qui se joue dans d'autres registres que le langage. Enfin, c'est vraiment très important. On l'a vu aussi avec les papillons blancs de Dunkerque et cette histoire de pictos, d'images. L'éthique, elle passe aussi, et l'expression, elle passe aussi par d'autres moyens que, effectivement, l'expression orale, dont on est assez friand dans l'Hexagone. Mais est-ce qu'on prend encore une dernière intervention ? Oui. Alors, Diane Cabois, je suis de l'association Dyspraxie France 10. On a parlé des situations de handicap qui sont très diverses. Voilà. Et donc, je voulais intervenir sur une question qui se pose à titre individuel, mais aussi associatif. Comment faire valoir ses droits, comment revendiquer ses droits quand on sait finalement que le système ne fonctionne pas bien. Et j'entendais le groupe Polyhandicap tout à l'heure, France, quand on va avoir des difficultés scolaires, comment aller exiger par exemple des places médico-sociales alors que le besoin, on a une situation qui est dégradée, mais on sait qu'il y en a d'autres qui ont une situation encore plus dégradée et qu'on sait que l'enveloppe, elle n'est pas infinie et que donc s'il faut créer des places médico-sociales, on va les créer d'abord pour ceux qui ont le plus de besoins. Et donc, à titre individuel, comment se permettre de revendiquer, à titre associatif, comment se permettre de revendiquer. Et pourtant, en tant que citoyen, on devrait pouvoir accéder à ces droits. Moi, je me suis beaucoup occupée de scolarisation des enfants en situation de handicap. Et je disais, mais on ne demande pas à ce qu'ils soient tous des ingénieurs, on demande juste que chaque enfant puisse utiliser tout son potentiel. Il ira là où il peut, mais il ira là où il peut y aller. Et on ne doit pas le restreindre. Mais c'est quand même quelque chose qui est toujours difficile. Et moi, je le dis vraiment personnellement dans mes combats. Quelquefois, je me dis, mais est-ce que tu peux aller te battre pour ça ? Regarde à côté tout ce qui manque. Et est-ce que finalement, tant pis, la vie est dégradée, mais on peut quand même avancer. Il y en a pour qui c'est pire. Et je trouve que cette réflexion laissée sur les épaules des gens, cette notion de dire est-ce que je dois me battre ou pas, c'est quand même quelque chose de très difficile. Voilà. Merci. La question que vous posez, en fait, c'est celle des priorités. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des priorités ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y en ait ? Est-ce que tous les besoins sont égaux ? Alors ça aussi, c'est un gros enjeu éthique, non ? Oui, je n'avais pas entendu la question comme cela, mais je pense que cette question se pose aussi. La question que vous posez est une question très, très vaste et très générale. Au niveau du travail éthique que l'on fait, et pas mal aussi de recherche participative autour des droits des personnes, je pense justement que le couple, si vous voulez, droit, et à cet égard-là, la Convention des droits des personnes handicapées, je pense, est un outil au-delà éventuellement de sa portée juridique ou des procédures juridiques ou directement politiques. C'est aussi un outil que peuvent utiliser, et d'ailleurs la Convention le met en scène comme ça aussi, les personnes pour évaluer et reprendre leur situation et pouvoir construire un peu ces revendications à partir d'une mise en relation entre la visée que portent ces droits fondamentaux des personnes et leur situation effective. Et donc de ce point de vue-là aussi, souvent par rapport au système de soins en crise dont parlait Régis Aubry, la pratique de l'éthique, je dirais, sur le terrain, peut être une manière de documenter en quelque sorte ces revendications, peut-être aussi arriver à des priorités dans le sens où certains malaises, certains questionnements se révèlent moins fondés ou moins importants une fois qu'ils sont un peu travaillés par les personnes qui sont impliquées dans des situations par rapport auxquelles elles sont mal à l'aise ou en tout cas ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le travail de réflexion éthique autour de ces situations-là peut être aussi un matériel, d'une certaine manière, pour porter un certain nombre de choses. Voilà à mon petit niveau des choses que je peux.
Bon, je vous ai fait des compliments sur votre écoute active et là, ça y est, du coup, vous êtes beaucoup moins attentifs. Vous commencez à avoir faim, vous commencez à vous dire c'est bientôt l'heure des toasts. Est-ce qu'on prend une dernière intervention? J'avais déjà dit ça tout à l'heure pour la dernière, mais la dernière des dernières, pour essayer de ne frustrer personne. Bonsoir, Hélène Frisch, je suis notamment maman. J'aime notamment. Je suis aussi productrice et je suis en train de faire un documentaire sur les aidants. Mais voilà. Il y a un point sur lequel, déjà, merci infiniment à Coactis. Et je suis une fervente utilisatrice et je suis d'accord, parfois ça sauve la vie, donc voilà, des fiches. Il y a un point sur lequel que je voudrais souligner et qui rejoint vraiment, je pense, la question de l'éthique. J'avais vu une conférence d'un médecin qui disait que les troubles du comportement dans le trouble du spectre de l'autisme étaient à peu près, alors je ne suis pas scientifique et je n'ai pas d'études à vous donner, à peu près pour 80% liés à des problèmes somatiques. Je souhaite juste partager ça, parce que si on pouvait afficher ça dans tous les cabinets des médecins et le faire savoir, pour comprendre, parce qu'il y a un défaut d'information sur ce sujet qui est infiniment préjudiciable. Et vraiment, je pense que ça mériterait de regarder ça, parce qu'aujourd'hui, et grâce à Coactis notamment, et aux fiches, etc., il y a des personnes qui ont un meilleur accès aux soins, et donc une réduction des troubles du comportement. Et quand je parle de troubles du comportement, il y a 2 jours, une maman me dit « Mon fils arrachait tout dans la maison, il a tout détruit, il a arraché les fils électriques, etc. » Et on avait tout fait, on avait été chez le dentiste, on avait fait un tas d'examens. Au final, il avait une dent de sagesse qui avait attaqué, qui était... voilà, c'était dramatique. Et donc, c'est pas des troubles du comportement, c'est pas 2 minutes, quoi. C'est des vies entières qui sont impactées. Donc, je me demande, voilà, c'est un sujet que je me permets de partager. Une réaction? Non? Non. Merci beaucoup à tous. La dernière de chez la dernière de l'après-dernière. Merci. Moi, je suis Anne Frelon de l'association Autisme France. Donc moi, je voulais intervenir juste... De quelle association, pardonnez-moi, je n'ai pas attrapé. Autisme France. Autisme France, pardonnez-moi. Merci. Voilà. Donc moi, je voulais vous parler un petit peu de l'hôpital psychiatrique, parce que là, on n'a parlé que des soins somatiques. Donc l'hôpital psychiatrique n'est pas la place pour les personnes handicapées en tant que lieu de vie. Je voulais évoquer un cas pour vous donner un peu une idée de l'éloignement qu'on a dans notre pays, disons, de l'éthique pour les personnes avec des troubles sévères. Donc il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Jessica, qui a 17 ans, qui est infirmière en hôpital psychiatrique dans la région de Nantes. Ça fait 3 ans, avec pour seule occupation une cellule blanche et un lit. Et très peu de sorties faute de personnel, pas de jeu, pas de stimulation, pas de prise en charge éducative. Privée de son iPad, seul moyen de communication, Jessica régresse. Jessica est devenue cas complexe à cause de son isolement. On la sédate, mais les médicaments ne fonctionnent pas et c'est pas ce qu'il lui faut. On lui brosse pas les dents. Les parents ont réussi à la faire soigner au CHU de Nantes en odontologie. Elle avait plusieurs caries. Voilà, elle va mal et elle est toujours en hôpital psychiatrique. La famille n'arrive pas à avoir une place dans une maison d'accueil spécialisée. Il n'y a pas de place ou on la refuse. Donc voilà, je voulais juste témoigner de ça parce que nous, notre association a essayé de l'aider. Aujourd'hui, comme vous dites, on n'a pas de ministre et voilà, on en est toujours là, des personnes autistes qui sont en hôpital psychiatrique non adapté. Merci. Alors, c'est toute la question de l'accès aux soins, de l'autodétermination. Ça regroupe ce témoignage terrible, regroupe finalement l'ensemble des axes portés par vos travaux avec Coactis Santé. Alors, je suis juste pas tout à fait d'accord pour dire qu'on a évoqué que les soins somatiques, puisque l'accès aux soins, c'est l'ensemble. On a beaucoup dit que la santé, c'était pas seulement la santé sanitaire, etc. Donc, je pense pas qu'il y avait un focus exclusivement somatique, mais vous êtes dans un avis différent. Et non, ça démontre bien l'importance du spectre des choses qu'il faut considérer. Quand on parle de santé, effectivement, c'est un ensemble de choses, dont aussi les questions de santé mentale, les questions de soutien psychologique. Donc c'est un vaste chantier, je pense, dans lequel
Coactis a beaucoup de projets à développer dans le futur. Ouais. Merci à tous. On me demande de faire une petite synthèse, que je vais donc faire très brève, je vous rassure. Et après, il y a une histoire de photos des intervenants. Donc, que personne ne s'échappe sous peine de poursuite. C'est comme vous voulez, mais on ne tiendra pas le timing. Moi, j'ai le temps. Très rapidement, oui. Je voulais réagir en fait sur la place des aidants. Qui êtes-vous ? Charles Piédoux de l'équipe Mobile Handicap. Je ne vous ai pas reconnu, Excusez-moi, tout le monde a je ne me suis pas représenté. Pardon, Charles. Donc, oui, d'accord. En fait, je voulais réagir par rapport à la place des aidants et par rapport du coup à ces consultations, enfin à ces problèmes somatiques et situations complexes qui en découlent. En fait, nous, je voulais vous faire un petit retour d'expérience parce que dans l'équipe dans laquelle je suis, du coup, on travaille beaucoup en collaboration avec les aidants parce que là où dans la santé, on a beaucoup d'objectivité avec une symptomatologie très fixe, la parole des aidants en fait est très importante parce que le moindre petit changement dans le comportement de la personne, il l'identifie. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle nous, on s'appuie pour travailler et qu'on va transmettre aux médecins pour essayer de trouver des solutions. Et dans le cas de ces situations complexes, je vous incite à aller vers les consultations dédiées, en fait, parce que ces réponses-là, qui sont du coup des réponses à des problèmes somatiques, peuvent avoir des consultations complexes ou somatiques et aider parfois à la résolution de ces problèmes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, micro-synthèse, promis juré, je ne suis pas longue, d'autant que vous avez tout aussi bien que moi pu vous faire une opinion sur les grandes idées qu'on pouvait retenir. Une synthèse est forcément un peu subjective. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'éthique pouvait être une manière de se poser plus de questions que de trouver de réponses. J'espère que chacun d'entre vous repart avec des questions plus affinées pour nourrir sa réflexion. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que la vulnérabilité que l'on a tous, à certains moments ou en permanence, selon, peut être un potentiel et pas seulement une limitation, et que de toute façon, limitation ne voulait pas dire annihilation de la capacité à consentir, qu'il fallait éviter toute tendance à la réification pour recueillir le consentement. J'ai trouvé ça aussi important. On a beaucoup dit, avec vos interventions, celles des intervenants, mais celles aussi de vous qui êtes en face de nous, qu'il fallait repenser le système de santé, la place du médico-social dans ce système. Beaucoup dit que la santé, c'était pas seulement de se faire soigner les dents, les oreilles ou les yeux, mais que c'était quelque chose de très large, la santé au sens large. Monsieur Aubert parlait d'une quête, que c'était jamais un acquis, que c'était même, il a parlé d'une situation sociale, environnementale, donc on est loin de limiter tout ça à la question sanitaire, on va dire. Et puis on a entendu aussi que les personnes en situation de handicap avaient une expertise de leur situation. On a eu des témoignages tout à fait vivants de ça, avec la présence d'Enola, André et Adrien, notamment. Et puis des expérimentations innovantes et intéressantes comme l'EMA, dont on vient de réentendre parler à l'instant même. Voilà, autant de déclinaisons, je crois, assez pratiques des travaux menés par Coactis Santé, qui était la puissance invitante aujourd'hui. Puissance invitante, qui nous convient à un cocktail, non pas tout de suite, je prends juste une demi-seconde pour remercier aussi l'équipe technique qui fait qu'on a eu du son, de la lumière, de la vidéo. C'est la Sylvain Team et quelques autres, mais il y en a plein des Sylvains, il y a un nid de Sylvain dans cette salle. Donc merci aux Sylvains et merci à leurs collègues, j'en ai vu au moins une autre dont je ne connais pas le prénom. Bref, merci à tous et bon cocktail. Et ne vous échappez pas, il y a la photo.